Merci de votre présence ici ce soir dans cette salle Jacques Ellul de la médiathèque pour un débat extrêmement intéressant et qui est le troisième débat du Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise que préside notre ami Fabienne Brugère et qui a comme thématique cette fois-ci sport sous perfusion publique. Vaste sujet s'il en est. Et donc, d'abord, merci au Conseil de développement durable de l'agglomération d'avoir choisi notre bonne ville de Pessac pour faire cette rencontre aujourd'hui, cette troisième rencontre. Et puis, j'ai le plaisir donc d'accueillir celui que tout le monde connaît, ou quasiment tout le monde, non seulement dans l'agglomération bordelaise, mais bien au-delà. C'est Boris Dio, qui le célèbre basketteur, qui nous fait l'amitié d'être ici dans cette commune de Pessac. Pessac, il connaît bien par ailleurs, pour y avoir, à l'occasion de son enfance et de sa jeunesse, un peu séjourné. Et donc, c'est une sorte, d'une certaine manière, de retour aux sources. Et je vous remercie d'être présent ici ce soir. Jean-Christophe Lapoule, qui est avocat, dit-on, et qui... on ne se connaît pas, donc voilà, me dit-on donc, et qui est donc ici dans ce débat sur cette thématique. Patrick Hugues, qui, je ne sais pas, ne pourra pas se libérer, qui n'est pas là donc ce soir. Patrick, qui est bien connu dans le monde associatif et sportif girondin. Stéphane Delpera, vice-président de la région Aquitaine, chargé plus particulièrement des questions du sport à la région Aquitaine. Et dans ce débat, qui va être animé, donc, je pense, par Benoît Lasserre, qui a l'habitude de venir à Pessac, puisque, encore dernièrement, il animait les cafés d'architecture, non seulement hier sur le campus universitaire, il y a quelques semaines, quelques mois, ici également à Pessac, sur le développement des villes dans la communauté urbaine. Donc, merci de votre présence, et puis je vous cède la parole, car je crois que le débat est attendu et animé. D'après ce que je vois dans la salle, il y a pas mal de dirigeants et d'animateurs sportifs qui seront attentifs à votre débat. En tout cas, merci encore une fois, cher Fabien, d'avoir choisi Pessac pour ce troisième café de la controverse. Bien. Merci à Jean-Jacques Benoît, il a fait bon travail. Donc demain matin, je vais m'installer dans son bureau de maire de Pessac pour prendre ma revanche. Donc en tout cas, je vous remercie, monsieur le maire, de ces paroles de bienvenue. Merci aussi aux gens Eustache, effectivement, de nous accueillir à Pessac. Et puis, j'espère que les deux autres invités n'en prendront pas ombrage, mais effectivement, merci beaucoup à Boris Dio de participer à ce café de la controverse sur le sport. Boris Dio, donc, on va rappeler qu'il est... Après avoir évolué à Pau Orthez, évolue maintenant en NBA au Charlotte Bobcats, et puis surtout est capitaine de l'équipe de France, vice-championne d'Europe, battue par l'Espagne. Et on espère que dimanche, l'équipe de France de rugby gravira la marche au-dessus du podium. Ça va être compliqué, mais enfin bon, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc voilà. Ouais, je ne vous représente pas les invités, puisque Jean-Jacques Benoît l'a fait. On va attaquer le débat, mais juste Fabienne Brugère, un petit mot d'introduction donc sur les cafés de la controverse. Oui, juste pour vous dire que les cafés de la controverse, c'est donc, on pourrait dire, une invention du Conseil de développement durable et du journal Sud-Ouest. L'esprit étant d'arriver à vraiment animer le débat public, à intervenir sur des questions qui concernent l'agglomération et qui sont des questions qui ne font pas consensus, qui précisément se prêtent bien à un certain nombre de débats. Donc ce soir, c'est sur le sport. Le sport, on a intitulé ça de manière un peu provocatrice, le sport sous perfusion publique. L'idée étant de poser le débat entre d'un côté, finalement, un sport qu'on dit parfois spectacle et qui reçoit de l'argent public. De l'autre côté, des associations, un sport plus enraciné dans les communes qui n'a pas toujours les moyens d'équiper finalement correctement ces territoires, que ce soit en piscine, que ce soit en stade, etc.
Donc, quel est le lien sur ce territoire entre précisément l'argent public et le sport? On a donc ce soir vraiment trois intervenants qui connaissent bien ces questions-là. Et puis la présence de Borisio, qui est quelqu'un qui a vraiment un sportif de très haut niveau, qui a choisi de s'investir aussi sur le territoire. Je crois que ça, c'est un acte d'une grande générosité. Donc ça nous plaît beaucoup au Conseil de développement. Et j'espère que tout se passera, qu'il y aura sans doute un peu de sport sur ces questions-là, mais j'espère que tout se passera avec beaucoup de fair-play et que les questions et les réponses se feront dans une ambiance très amicale. Mais je fais confiance à Benoît Lasserre là-dessus. Merci. Je vais donner le micro à Boris Dio pour attaquer la séance. Bon, juste un petit rappel sur la façon dont va se dérouler donc, ce café. On va discuter sur l'estrade un peu, chacun va un peu s'exprimer. Après, l'intérêt est évidemment que, en plus vous êtes assez nombreux ce soir, c'est très bien, on en est ravis. L'intérêt c'est un peu justement de faire participer la salle, soit sous forme de réflexion, soit sous forme de questions à un de nos trois invités. Voilà, le mieux, après moi je donnerai la parole. Je le rappelle, le mieux pour que le débat soit le plus interactif possible, que le plus de gens participent, c'est que chacun dans la salle s'exprime le plus brièvement possible face à un effort de synthèse. Voilà, je salue Ariel Piazza aussi, l'adjointe au sport à la mairie de Bordeaux, qui aura sûrement l'occasion de s'exprimer, parce qu'on va peut-être parler du projet de grand stade de Bordeaux, ça peut faire partie aussi ce n'est pas le seul sujet, mais bon, puisqu'on s'appelle Café de la controverse, autant trouver des sujets qui suscitent de la controverse, hein, après tout. Voilà, donc Boris Dio, on va attaquer avec vous. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, avec votre participation, c'est un peu votre double regard. Vous avez évolué dans le championnat professionnel français, vous évoluez maintenant dans le championnat professionnel américain, donc un championnat et un pays où l'argent public, ça n'existe pas trop, hein, il n'y a pas trop d'argent public là-bas, mais vous avez aussi gardé un pied et vous y jouez en ce moment, puisque, rappelons-le, les joueurs de NBA sont en grève, la NBA est pour le moment en lockout, donc vous avez choisi de revenir jouer avec les JSA de Bordeaux, dont vous êtes le président et dans lequel vous avez investi de l'argent. Donc moi, ce que je souhaitais avoir, c'est votre double regard par rapport au fait de savoir si en France, on peut encore se passer, quand on veut faire du sport de haut niveau, d'argent public, d'argent des collectivités, par exemple en ce qui vous concerne de l'argent de la mairie de Bordeaux. Comment est-ce que les JSA pourraient exister sans la mairie de Bordeaux, sans les collectivités? Ouais. Donc déjà, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que j'ai cette double casquette, mais c'est vrai qu'en tant que joueur, on ne se pose pas vraiment la question, je dois l'avouer. On ne sait pas vraiment d'où vient le budget, comment les choses se passent. Les négociations se passent vraiment sur un plan personnel. Donc c'est vraiment que depuis que je me suis investi au GSA, devenu président du club, que ces questions-là sont ressorties. Donc justement, on a fait un petit peu le parallèle avec les États-Unis. Il y a quand même une grosse différence. C'est vrai que l'argent public n'existe pas ou que très peu, quand même dans le fait de l'utilisation de la salle ou dans quelques autres cas, il y a quand même une étroite relation. Mais je pense que le fait est là que non, aujourd'hui je pense que les clubs français ne pourraient pas exister sans le soutien de l'argent public. Et la différence, c'est ça, c'est qu'aux États-Unis, ils ont vraiment un modèle économique vraiment basé sur le privé, mais aussi grâce au public, grâce au public qu'ils ont. Les gens sont très sportifs, que ce soit tous les sports, les gens sont vraiment fans, quoi qu'il arrive, et donc grâce aux droits télé, etc., l'argent public n'entre pas en compte. La différence à savoir, c'est qu'il y a vraiment une ligue, pratiquement dans chaque compétition, dans chaque sport. Nous voyons des déclinaisons avec les niveaux régionaux, avec le niveau professionnel première division, deuxième division. Après la NBA, il n'y a plus vraiment de niveau, il y a
une ligue de développement, mais après c'est fini. Donc nous n'avons pas un petit peu toutes ces étapes de niveau. Donc les droits télé forcément restent avec le premier niveau et pas besoin d'aider d'autres équipes puisqu'il n'y en a pas. Alors que nous voyons qu'en France, nous avons besoin de ça. Si j'avais à dire quelque chose, c'est que le sport professionnel sert de locomotive. Combien de fois nous voyons en tant que joueurs des gamins qui viennent, qui portent nos maillots, qui nous prennent vraiment en exemple. Mais c'est à ça, avant tout, que sert. Je pense que s'il y avait à justifier l'apport de l'argent public dans le sport professionnel, c'est avant tout de servir de modèle, c'est avant tout d'être une locomotive pour tous les autres sports, pour tous les autres clubs de la région. Lorsqu'un club professionnel monte, c'est tous les autres sports de la région qui en profitent aussi. Là, les JSA Bordeaux, c'est un club, bon, mis à part vous, qui n'êtes que de passage, si je puis dire. Je suppose que vous avez envie le plus tôt possible de reprendre le championnat américain. Les autres joueurs sont professionnels ou non, les JSA ne peut pas... Si, bien sûr, ils sont professionnels. Aujourd'hui, si on veut... Et de toute façon, l'objectif, c'est d'arriver vraiment à un club professionnel de première division, mais à partir du moment où on est en deuxième division, et maintenant jusqu'à la troisième, en basket, c'est de plus en plus vrai. Avant, souvent, ils avaient un travail à côté. Maintenant, c'est vrai à partir de la Nationale 2, donc il reste Nationale 1. L'ensemble des joueurs sont professionnels, Pro B, Pro A, bien sûr. Donc si, bien sûr, ils sont professionnels, mais si on veut être compétitif, on est obligé. Et alors le budget des JSA, parce que c'est intéressant, comme vous disiez, quand on est joueur, on joue et puis on ne se préoccupe pas d'où vient l'argent, comment on le gère, etc. Tandis que là, justement, vous êtes obligé un peu de mettre les mains dans le cambouis. Le budget des JSA, entre partenaires privés et partenaires publics, ça se divise à peu près combien en pourcentage à peu près Non, le but c'est ça, c'est essayer de trouver le bon équilibre. En pourcentage, je dirais que c'est peut-être 40-60, 40% en argent public et 60% en partenaire. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'avoir le plus de partenaires possible. Après, le club se bat pour ça, bien entendu. Mais c'est parfois difficile, donc ça dépend un petit peu du contexte, ça dépend des collectivités dans lesquelles nous sommes. Nous savons que, par exemple, dans le Nord, qui a pour habitude d'aider beaucoup dans les clubs professionnels, peut-être parce qu'il y a des villes qui sont plus petites, peut-être parce qu'ils n'ont pas non plus, ce n'est pas non plus des villes multisports ou des régions multisports, il n'y a qu'un sport dans toute la région et cette équipe-là est aidée plus que le reste. Mais bon, après tous les cas sont différents. Mais vous, par exemple, en tant que président d'un club en France, peut-être maintenant un peu avec votre culture américaine, est-ce que pour vous l'idéal, ça serait que les JSA fonctionnent avec un budget 100% privé ou non, vous estimez que c'est bien, c'est vraiment, ça fait partie de la tradition, de la culture française qu'il faut que les collectivités locales participent au financement des clubs sportifs? Déjà, je pense que c'est utopique, parce que même on voit, même au plus haut niveau, même en proie, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le but, de toute façon, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Et bien sûr, je pense que dans la tradition, dans la culture, et puis... on nous appelle, il y a quelqu'un là, apparemment. C'est le maire qui répond en personne. Formidable, Pessac. Non, mais dans le fait que justement, les collectivités doivent participer, parce que à partir du moment où un club professionnel réussit dans une région, dans une ville, dans un département, il en fait bénéficier justement cette ville, le département et toute la région. Comme je disais, c'est une locomotive, ça doit profiter à tout le monde aussi. Alors, évidemment, il y a les questions qui fâchent aussi, moins peut-être évidemment pour le basket, mais par rapport au sport de haut niveau et l'argent public. Évidemment, c'est plus par rapport au football. Ici, à Bordeaux, on a en mémoire évidemment le fameux trou des Girondins qui a coûté cher aux contribuables bordelais, mais en dehors de cet épisode qui maintenant appartient au passé, on entend quand même des réactions de gens qui disent oui, mais quand on voit ce que gagnent les footballeurs et ce qu'ils font sur le terrain, est-ce que c'est notre argent qui doit servir à financer le sport et parfois, comme on dit maintenant, le sport spectacle? Alors vous, effectivement, encore une fois, je dis le basket n'a pas atteint les niveaux budgétaires qu'on trouve dans le football, notamment les salaires, mais vous, en tant que sportif de haut niveau,
Je suppose que ça vous interpelle un peu aussi, ces réflexions. Moi déjà, c'est pas de l'argent que public qui paye le salaire des footballeurs. Il faut aussi voir justement, on parlait de sport-spectacle, c'est aussi ça, je pense que lorsque une région ou lorsque l'argent public sert à financer les spectacles culturels, que ce soit théâtre, etc., on est là aussi pour divertir les gens. Je pense que c'est très important dans la dynamique d'une ville qu'il y ait du divertissement. Sinon, il y aurait beaucoup plus de dépression au sein des citoyens. Là, avec les Girondins, il y en a des dépressions, hein, je peux vous dire. Donc ça fait aussi partie de ça. Et puis une autre chose à ajouter, c'est aussi que l'argent public dans la plupart des sports professionnels sert le plus à la formation et aux jeunes. Avant tout, je pense que cet argent-là est vraiment utilisé pour ça, quand on sait le coût d'un centre de formation, et on s'y pense justement à Bordeaux, puisque nous sommes en train de créer un centre de formation, l'argent public sert surtout à ça. Vous, finalement, dans le basket, il n'y aurait pas eu cet argent public qui a servi à financer des structures sportives. Vous-même, vous n'en seriez peut-être pas là où vous êtes si justement il n'y avait pas eu des formations, des joueurs détectés qui sont ensuite aidés par cet argent. Vous êtes dans ce cas finalement. Oui, bien sûr, je suis un exemple. Déjà, j'ai été aidé par toutes les fonctions publiques, je pense, puisque j'ai fait un petit peu toutes les institutions de formation. J'ai fait un CERN, j'ai fait un CREPS, et ensuite j'ai fait l'INSEP, donc vraiment payé directement par l'État. Et puis ensuite, même à Portez, qui est bien aidé au niveau public. Mais c'est ça qui me permet aussi aujourd'hui de revenir et d'aider à mon tour. Oui, puisque par exemple le Palais des Sports de Portez avait été financé, enfin payé par les collectivités locales pour le club. Donc voilà, c'est vrai que ça servait aussi de locomotive. Et donc là, par exemple, je vois l'importance surtout du club de Portez dans l'histoire et dans la ville. Les deux sont indissociables. Alors, par exemple, vous, revenons sur le cas bordelais. Les JSA Bordeaux évoluent actuellement salle Jean Doguet. On ne peut pas dire que ce soit la plus belle salle de sport de France, sans vouloir vexer la mairie. Bientôt, vous retournerez bientôt au Palais des Sports quand il y aura l'auditorium. Mais le but, c'est justement aussi, vous, de pouvoir doter le club d'un équipement qui soit à la hauteur, tout en sachant évidemment qu'on doit toujours tenir compte un peu du classement voilà, les JSA. Je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, vous étiez monté on était monté, oui, vous êtes redescendu cette année. Donc voilà, nous sommes les promus de la deuxième division. Voilà, donc après, effectivement, il faut tenir compte des classements, des équipements, mais je suppose que vous, en tant que président des JSA, vous aimeriez bien que le club soit doté d'une salle vraiment moderne, à la hauteur des attentes. Bien sûr, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Déjà, pour attirer le public, leur présenter un spectacle qui soit à la fois bien sur le terrain, mais aussi en dehors. Je pense que le public doit être à l'aise, dans de bonnes conditions. Après, c'est à nous de présenter un spectacle de bonne qualité, mais aussi au niveau du réceptif. Et donc, on parlait d'essayer d'avoir le plus grand nombre de sponsors privés et le plus d'entreprises au lieu d'avoir de l'argent public, ça passe aussi par là. Donc c'est déjà nous aider au niveau des équipements pour pouvoir mieux recevoir ces entreprises pour qu'on en ait le plus possible. Et alors vous, en tant que président, par exemple, vous prenez votre attaché case et vous faites le tour des collectivités en disant bonjour, je m'appelle Boris Dio, je suis président des JSA Bordeaux, si vous pouviez nous donner un coup de main pour boucler notre budget, c'est comme ça que ça se passe ou c'est pas... Monsieur Delpera pourrait vous répondre à cette question. Oui, mais vous en faites pas, Stéphane Delpera. Non, mais c'est pas... C'est aussi comme ça, c'est grâce à votre notoriété. Oui, ça en fait partie aussi, mais je pense qu'au-delà de ça et au-delà de mon image, je pense qu'on a un vrai projet sportif à défendre aussi, et qui est intéressant, comme je disais, pour les collectivités. On a beaucoup de travail au niveau des jeunes et pour rendre au public bordelais et amener un spectacle qui soit une plus-value pour les collectivités aussi. D'accord. Bon, merci. On va faire un petit tour. Je vais donner la parole à Bertrand Lapoupe. Donc, on l'a dit, vous êtes spécialiste en gestion et en sport.
Donc, je me suis trompé sur votre prénom. Jean-Christophe, pardon. Excusez-moi, je suis désolé. Donc, vous êtes spécialiste en ce qui concerne la gestion, le sport, donc avec toutes les relations qu'il y a entre sport et argent public. Est-ce que on parlait avec Boris Dio donc des États-Unis, de la France. Est-ce qu'en France, la France est un cas unique où les collectivités locales aident les clubs sportifs, ou est-ce que ça se retrouve dans d'autres pays? Est-ce que ça appartient à la culture française? Écoutez, ça fait très longtemps que ça existe en France, sachant que on est ici dans la ville de Pessac, et ça date à peu près des années 20-30. Il y a eu la piscine de Bègue, à Lyon il y a eu un certain nombre d'équipements au début des années 10-20, où au fur et à mesure ce qu'on appelait le socialisme municipal, les collectivités ont investi dans autre chose que le strict nécessaire. Le strict nécessaire, c'était la voirie, etc., etc. Et à partir des années 10-20, ça a commencé à Lyon, et puis ça s'est un peu propagé, notamment à partir de 1924, on a assisté au fait que les communes ont investi dans un peu tout. Alors c'est intéressant parce qu'ici, effectivement, c'est Pessac, donc c'est Jacques Ellul, ça correspond à quelque chose, mais ça correspond aussi à Duguy, un juriste bordelais, qui disait que le service public, c'était créer du lien social. Et l'investissement des communes et des collectivités, c'était, à travers le sport comme à travers la culture, c'est créer du lien social. Donc ça, c'est la logique interventionniste française, qui existe ailleurs. Vous allez en Espagne, etc. Ça existe aussi aux États-Unis, au Canada, que je connais mieux. Il y a cet aspect-là. Sauf que, en France, si vous voulez, le modèle sportif professionnel ne s'est pas bâti comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vite distingué entre le sport amateur, enfin, quand je dis États-Unis, c'est Canada avec, on a vite distingué le sport amateur, et ce que disait Boris Dio, les ligues, qui sont une entreprise avec un certain nombre de licences, et quand on a sa licence, on ne bouge pas. C'est-à-dire que vous êtes sûr de jouer toujours, sauf catastrophe énorme, on est sûr de jouer ad vitam aeternam dans la ligue. Si vraiment ça ne marche pas, on vend sa licence et un autre entrepreneur intervient. Donc comme c'est une ligue fermée, il n'y a pas trop de risques économiques. Il y en a toujours un peu, mais on est sûr qu'on restera. Le problème du modèle français, c'est que c'est un modèle amateur, modèle européen d'ailleurs, qui s'est construit avec un système de promotion-relégation. Donc comme il le disait, on n'est jamais certain de rester. Donc, pour les collectivités locales, alors ça a été dit, on va vous demander, quand vous montez en division supérieure au nouveau stade, pas toujours nécessaire d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème. Sauf que, alors on a l'exemple de Grenoble. Grenoble, c'est absolument ce qu'il ne fallait pas faire, où on investit et le club il descend. Mais le stade il est là. Donc le problème, c'est que le modèle économique n'est pas le même. Alors, parce qu'il y a un risque économique, et les investisseurs privés en France, ils ont toujours ce doute sur la pérennité de l'investissement, parce qu'on peut très bien, en 2-3 saisons, se retrouver au fond du gouffre. Alors qu'aux États-Unis, je ne dis pas que c'est facile, mais on a au moins la certitude, et puis après il y a des systèmes de régulation, on a au moins la certitude d'être toujours dans la ligue et d'avoir accès à certains joueurs. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première différence. Ça, pardon, je vous coupe, mais par exemple, prenons le sport anglais, où quand même les stades sont financés par les clubs, pas franchement avec de l'aide publique. Il y a quand même aussi le système de promotion-relégation. Par exemple, parlons du club de Portsmouth qui avait envisagé de faire un stade, qui est descendu, donc ils ont gelé le projet de stade. Donc, alors attendez, il faudrait d'abord parler de choses qui sont identiques. En France, l'argent est relativement propre. Il n'y a pas forcément de mécènes russes ou de ventes de terrains qui n'étaient pas constructibles, qui le sont devenus, qui permettent de dégager 1 ou 2 milliards d'euros. Donc si vous voulez, il faut déjà parler des choses qui sont à peu près comparables. Et ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est on dit qu'il n'y a pas d'argent public, il faut examiner précisément et voir. Après, il y a une autre culture. Les Anglais vont au stade et les Français y vont moins. Alors après, est-ce que si on met des fauteuils en cuir, du velours, ils vont venir plus? J'en sais rien, mais c'est aussi une question de culture. Et donc je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas lutter indéfiniment en nous expliquant qu'au Royaume-Uni ça marche. Il y a quelques années de ça, c'est amusant parce que les gens ont la mémoire courte. On nous a vendu le modèle anglais, on nous disait regardez, ils sont cotés en bourse, ça va marcher. Et maintenant, tout le monde est en train de se dire, heureusement que je n'ai pas mis mes économies là-dedans. Parce qu'effectivement, c'était une arnaque terrible. Donc, je crois qu'il faut, chaque pays a sa culture, et en France, on est sur un modèle entre guillemets mixte, mais qui là, peut-être, est en train d'atteindre ses limites, parce que visiblement, c'est le cas, il n'y a plus trop d'argent public.
Et la logique du sport professionnel et la logique du sport amateur n'est pas du tout la même. On peut s'interroger sur, effectivement, la construction d'équipements. J'ai l'ancien président de la Ligue de basket souhaité qu'il y ait des arénas de 10 000 places qui soient construites partout en France. C'est intéressant, mais ça sert quoi? 25 jours par an, on fait quoi après? Non, c'est pas des salles de sport ou de basket, oui. c'est des salles multi-usages, voilà, concerts, mais culture. La question, comment on fait pour remplir des concerts à 10 000 personnes, etc. J'entends bien, c'est pareil pour le foot, on nous dit la même chose, mais comment on fait pour les remplir? Donc c'est aussi ça la difficulté. C'est que le modèle français, on arrive à un système, je conçois pour les investisseurs, on le voit bien, eux ils n'ont pas cette sûreté, c'est-à-dire de savoir qu'ils seront toujours dans le championnat, donc ils sont un peu frileux. Les collectivités sont un peu prises à la gorge, parce qu'il y a des élus qui vous disent, pas forcément en public, mais qui vous disent carrément que c'est une catastrophe quand le club il monte en division supérieure. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi des fédérations qui, si vous voulez, poussent au crime, avec des normes. Vous avez des clubs, vous avez l'affaire des Chamois-Niortais en football, où on sait pertinemment que la Ligue nationale de foot leur imposait des normes en termes de capacité de siège, alors qu'on savait pertinemment qu'il n'y aurait jamais autant de personnes. Et là, les pouvoirs publics, si vous voulez, sont un peu mous face à ça. Ils pourraient très bien dire, taper du poing sur la table en disant c'est complètement aberrant de demander à un club de construire une infrastructure dont on sait pertinemment. Bon. Et je pense qu'en période de raréfaction de l'argent public, il faut se poser la question de l'utilité réelle. Voilà. Donc le modèle français, on est passé de l'amateurisme au professionnalisme, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on ait à rougir en se disant ailleurs ils seront plus efficaces, etc. Le modèle britannique c'est différent. Il n'y a pas forcément que des mécènes russes, etc. etc. Je ne suis pas certain que le déficit cumulé des clubs britanniques est monstrueux. Je ne vous parle pas de l'Espagne, je ne vous parle pas de l'Italie. Nous aussi on est déficitaires, mais on sait à peu près où on est. On sait qu'on n'est pas à l'excédent, mais on sait à peu près qu'on peut considérer que le déficit est à peu près connu. En Espagne, ils ne savent pas où ils en sont. Bien, alors en France, on voit quand même ce qu'on disait, de plus en plus aussi de partenaires privés qui investissent dans les stades, avec le fameux nom, je ne sais plus quel est le stade, qui porte le nom d'une compagnie d'assurance, enfin, voilà, c'est ça. Ça rentre de plus en plus dans la culture française, ça, Le naming, si vous voulez, ça existe ailleurs. Ça existe au Royaume-Uni, ça existe en Allemagne, en France il y a Le Mans. Bon, un stade, allez, on va dire que c'est à partir de 50 millions d'euros, un petit, pas très grand. Bordeaux, ça sera plus proche des 200 millions d'euros. Le naming, ça représente combien? Ça va représenter, dans le meilleur des cas, 10% du budget. Donc il faut chercher le reste. Après, ça veut dire aussi qu'il y a une compagnie qui veut associer son nom et qui fait un pari économique. C'est pas forcément évident. Parce que si vous voulez, l'idée qui consiste à dire qu'il y a forcément des retombées économiques, elles ne sont pas toujours prouvées. Vous avez expliqué le naufrage des Girondins il y a quelques années, on nous expliquait ailleurs, on nous expliquait que pour les Girondins, ça permettait de faire connaître Bordeaux dans le monde. Alors il y a certains étudiants que j'ai ici qui vont rire, parce que c'est un exemple que je leur sors, c'est de dire, quand vous alliez à l'époque au Japon, que vous disiez Bordeaux, vous pensiez au vin ou vous pensiez au football? On pensait au vin. Donc si vous voulez, bon, même chose à Limoges. Limoges a fini avec 15 millions de trous en basket. 15 millions de trous, 100 millions de francs. On nous expliquait que ça permettait de faire vivre la ville de Limoges à l'international. Mais à l'arrivée, la gabegie a été monstrueuse. Donc je pense qu'à un moment donné, alors c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. J'ai fait une étude là-dessus qui disait que ce qui était extrêmement étonnant, c'est qu'on avait des chefs d'entreprise qui étaient hyper rationnels quand ils géraient leur entreprise, quand ils passaient au sport, passez-moi l'expression, ils pétaient les câbles. Oui, parce que c'était quoi, une sorte pas de danseuse, mais enfin c'est vrai que c'était... Oui. Je ne sais pas si oui. deux plans de rugby on peut les traiter de danseuses, mais non. Mais c'était un peu ça, c'était un hobby coûteux. Oui, mais c'est pas tellement dans le rugby qu'il y a eu le plus de... En rugby, vous avez quelques clubs, si vous avez enlevé le mécène, oui. Ils sont très mal. C'est vrai. Alors, sur un plan législatif, est-ce qu'il y a des barrières pour empêcher des collectivités d'aider des clubs sportifs? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une collectivité, comment est-ce qu'elle peut financer un club sportif? Est-ce qu'elle peut voter? Comment ça marche? À partir du moment, si on prend une commune, à partir du moment où c'est d'intérêt communal, c'est assez vaste. Alors il y a une réforme en cours, on ne va pas rentrer sur les détails. Historiquement, c'était non plafonné. Et puis peu à peu, il y a une loi Pasco en 1995 qui a dit qu'on allait plafonner. Et
Et on s'est aperçu que on a commencé à tourner la loi qui devait être progressivement, dans l'application, devait se terminer au 31 décembre 1999. C'est-à-dire qu'en gros, au 31 décembre 1999, il ne devait plus y avoir d'aide publique pour les clubs professionnels. On a fait voter le 28 décembre 1999 une loi qui a prorogé la possibilité d'aider. Simplement, on a encadré les aides, donc il y a des plafonds, toutes collectivités confondues, et on a interdit ce qui s'était passé à Bordeaux, c'est-à-dire le cautionnement d'emprunt. Parce qu'on allait à la banque, on disait je veux acheter un joueur, mais on vous prête, mais il faut une caution. Donc on allait voir la collectivité publique, et après on rembourse les emprunts pour acheter un joueur, ce qui n'est quand même pas quelque chose de très fongible. Et donc, maintenant, c'est relativement encadré, etc. Et les collectivités, les derniers rapports de la Cour des comptes le montrent que là, globalement, je crois qu'il n'y a que Paris qui a dépassé les seuils. Globalement, tout le monde tient à peu près. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a pu trouver, dans certains cas, des montages assez baroques, ou dans des situations d'urgence, on a contourné un peu l'histoire des seuils. Bon, mais globalement, c'est assez respecté. De toute façon, les collectivités ont des budgets contraints, donc elles ont aussi d'autres investissements à faire. Oui, j'imagine qu'actuellement, vu la crise qui frappe aussi les collectivités locales, on l'a vu, et peut-être Boris Dio, vous avez plus de mal, peut-être maintenant la mairie de Bordeaux vous dit oui, on aimerait bien vous aider, mais bon, on a aussi d'autres investissements à faire, et le sport n'est pas prioritaire. C'est aussi ça le discours que parfois on vous fait. C'est pas seulement dans l'argent public, je pense qu'aujourd'hui la crise elle est partout, et en général c'est très difficile de trouver de l'argent aujourd'hui pour clôturer les budgets. Alors on va passer la parole à Stéphane Delpera pour finir le tour de table. Donc vous êtes à cette table élu, vous êtes vice-président de la région, plus spécialement chargé du sport. Donc vous, le conseil régional, déjà, comment est-ce que vous intervenez en matière sportive? Est-ce que ça fait partie des compétences du conseil régional? Comment est-ce que vous, en tant que collectivité locale, avec de l'argent public, vous essayez d'aider le sport amateur, mais aussi peut-être de haut niveau? D'abord, je voudrais saluer tout le monde et remercier Monsieur le maire, Madame la présidente du Conseil de développement, et remercier effectivement Boris pour son investissement en Aquitaine. Parce que voir des sportifs de son niveau s'investir, et je crois que c'est aussi le produit de son histoire, hein, depuis le début, il l'a rappelé, parce qu'il est passé par la filière fédérale, parce qu'il y a un contexte familial aussi, il y a beaucoup d'éléments. Mais le fait qu'il amène un retour à son sport et à sa région, je pense que c'est quand même quelque chose de très important et qu'il faut saluer. Alors effectivement, sur l'aide au sport, d'abord je crois rappeler quand même, parce qu'on parle de sport professionnel depuis le début, de manière un peu globale, je crois qu'il faut quand même distinguer. Il y a effectivement une économie du sport, où par exemple, ce que vous citez, les Girondins de Bordeaux à juste titre, très franchement, l'aide qu'apporte la région aux Girondins de Bordeaux aujourd'hui, au regard de leur budget, qui est d'un peu plus de 100 millions d'euros, 60 millions d'euros, la région apporte un peu plus de 100 000 euros, essentiellement au centre de formation, et puis pour acheter des places qui sont données aux jeunes, notamment un petit peu en difficulté, pour qu'ils puissent profiter du spectacle sportif, puisque c'est quand même aussi un spectacle sportif. Franchement, les Girondins de Bordeaux, demain, si on leur dit la région n'apporte plus 100 000 euros, je pense qu'ils ne sont pas en grave danger. Bon, en revanche, quand on apporte à Mios Handball 100 000 euros, ou à des clubs de rugby de Pro D2 par exemple, là, effectivement, si l'aide publique est retirée, on peut avoir des pots de bilan. Hein. Donc je crois qu'il faut quand même distinguer un petit peu de ce point de vue-là les sports, parce que les sports professionnels ne sont pas tous logés à la même enseigne. Pourquoi? Parce que à la fois le sponsoring d'entreprises et surtout les droits de télévision, qui ont en France une place qu'aucun pays européen ne connaît, hein, puisque ça représente près de 70% du budget des clubs de football professionnels. En Angleterre, c'est moins de 50%, hein, en Espagne aussi, parce que ce sont plus des pays, justement, enfin ça a été très bien dit, où il y a des habitudes en termes de public. Il y a les fameux socios en Espagne, par exemple, de merchandising, enfin bon. Donc l'économie est très différente. Donc
Aujourd'hui, c'est très concentré sur le football, il faut dire les choses, avec Canal+, qui a une économie. Bon, on a chaque année le feuilleton des droits de télévision. Mais à côté de ça, d'autres sports sont beaucoup moins, bénéficient beaucoup moins de ces ressources privées. Je crois que c'est vrai de l'ensemble des sports collectifs, le basket, le volley, le hand, le rugby, même si le rugby en France depuis quelques années, mais toujours pour les mêmes raisons, parce que Canal+ a acheté les droits de la Ligue de football professionnel, mais il y a là incontestablement une grande inégalité entre les sports. Et on peut s'interroger, par exemple, pourquoi le basket français n'est pas retransmis à la télévision alors que le rugby l'est. Bon, voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui rentrent en considération. Toujours est-il que la région, d'abord, a une intervention extrêmement modeste en direction du sport professionnel. Je vous évoquais les chiffres, mais un peu plus de 100 000 € pour les Girondins. Bon, c'est pas quand même une somme considérable, même si elle est importante. Hein. C'est toujours 100 000 €, mais on est loin, disons, des situations qui étaient évoquées tout à l'heure, où effectivement, maintenant, la loi plafonne à la fois en montant, puisqu'il y a un plafond à 1 600 000 €, toutes collectivités confondues, et à 30% des recettes de l'année précédente des clubs. Alors c'est vrai qu'il y a quelques moyens de contourner les choses. Mais nous, on intervient dans le cadre de la loi qui définit très précisément les modalités d'intervention. Il y a d'une part des missions d'intérêt général, par exemple l'intervention auprès des centres de formation, et par ailleurs l'achat de prestations, c'est-à-dire essentiellement en termes de communication, panoptique, voilà, ou l'achat de places hein, pour l'entrée au stade. Voilà, c'est les deux manières d'intervenir. Alors ça se passe de manière très simple. Hein. Il y a l'Assemblée délibère sur le montant des subventions. Nous, on a un règlement régional qui définit par niveau, hein, donc Ligue 1, Ligue 2 pour le foot, on n'a pas de Ligue 2, Libourne, hélas, n'est plus là, mais voilà, pour le basket, pareil, bon, et on intervient dans un cadre réglementaire où les choses se passent de manière très transparente. Et puis après, il y a un marché public pour les prestations. Effectivement, c'est un marché à procédure adaptée un peu particulier, parce que c'est difficile de lancer un appel d'offres en disant on veut des places des Girondins de Bordeaux. On se doute bien que ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui va répondre. Donc c'est une procédure négociée et adaptée. Voilà, et on reste dans ce cadre-là, effectivement, ce qui n'empêche pas d'aider, encore une fois, l'ensemble du sport. J'élargirai le terme professionnel au sens où professionnel peut signifier qu'on consacre l'essentiel de son activité au sport. Et il y a des sports, et c'est pour ça que la région est la première à avoir adopté un tel règlement, on y consacre un peu plus de 800 000 € chaque année, à la formation et à l'emploi pour les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, mais ce sont parfois des sportifs et des sportives, bien sûr, hein, dans des disciplines olympiques, qui par ailleurs n'ont pas de revenus, ou en tout cas de faibles revenus, et dont la carrière sportive ne conduit pas à avoir un avenir assuré d'un point de vue financier. Et donc ces sportifs et sportives-là, qu'on place très jeunes dans des centres de formation, dans les CREPS, dans les filières fédérales, etc., on met une grosse exigence sur eux en termes de résultats, sans se soucier assez de leur formation initiale, leur formation professionnelle et de l'après-carrière. On a en tête des cas dramatiques encore récents, je pense aux perchistes, hein, y compris de graves difficultés pour des anciens champions olympiques, champions du monde, qui après leur carrière se retrouvent face à un vide assez terrible, quoi. Et je pense que l'intervention des pouvoirs publics, de ce point de vue-là, est absolument justifiée. Je tenais à préciser ça parce que quand on dit intervention pour le sport professionnel des collectivités, on a tout de suite en tête le football. Bon, l'économie du football professionnel en Ligue 1 aujourd'hui, hein, les choses peuvent évoluer. Mais en tout cas, je vois à Bordeaux ou à des clubs comme Marseille ou autres, ont suffisamment de ressources pour vivre sans l'aide des collectivités. Le problème se pose plutôt pour des villes moyennes où il y a un tissu économique relativement fragile. Je pense au SUA pour le rugby, par exemple. Bon,
où là c'est plus limite, quoi. On est sur effectivement un mélange public-privé. Et pour conclure, effectivement, c'est une spécificité en France, mais qui a à la fois des raisons politiques qui ont été évoquées, c'est-à-dire que le sport fait partie de ce qu'on a appelé le grand mouvement d'éducation populaire. Alors on y met la culture et le sport. Et moi je suis toujours surpris d'ailleurs que le sport recherche encore une légitimité par rapport à la culture. Parce que son rôle social est tout à fait important. Moi je suis par ailleurs maire d'une petite commune. Et quand je vois que dans une commune d'un peu moins de 1000 habitants, on arrive à avoir 800 spectateurs au match de basket, bon, il y a peu d'autres activités capables de générer ça. Mais vous parliez des équipements. Quand on finance les zéniths, personne nous dit, mais c'est un scandale, vous avez financé un zénith, vous avez vu ce que gagne Johnny Hallyday. Voilà, on n'entend jamais ce type de débat. Par contre, quand c'est le sport, effectivement, ce débat surgit aussitôt, comme s'il y avait un problème de légitimité. Oui, parce que Johnny Hallyday est de passage, tandis que les sportifs, ils restent là. Donc c'est pas tout à fait pareil, si vous me permettez. Mais justement, ça m'amène, même si je suis d'accord avec vous, vous dites que la plupart des grands clubs professionnels maintenant, effectivement, à l'inverse peut-être des JSA, l'argent public dans le pourcentage de leur budget est inférieur. Je vous pose la question comme je l'ai posée à Boris Dio. Un contribuable n'a-t-il pas le droit de se dire, après tout, moi que mon argent serve effectivement à financer le sport scolaire, le sport des jeunes, parce que c'est une école de la vie, c'est effectivement, et puis voilà, comme on le disait, c'est aussi du lien social, une façon de socialiser les gamins. Mais je veux dire, quand on voit, pardon, ça peut paraître démagogique, mais quand on voit les salaires de certains footballeurs, etc., de se dire, moi, je n'ai pas envie que mon argent aille financer le sport à ce niveau. Mais c'est tout à fait légitime, bien entendu, comme question, comme à chaque fois qu'une collectivité intervient, d'ailleurs, quel que soit le domaine, tout à fait fondé à s'interroger sur la légitimité de l'aide en question. Je crois qu'il y a deux réponses à votre question. Je pense que effectivement, ça dépend aussi du niveau d'intervention. C'est-à-dire que le passé a montré que ça pouvait conduire à un certain nombre de dérives graves. Bon. Donc, premier point, il faut quand même éviter qu'on tombe dans ce type de processus qui sont extrêmement embêtants. Après, je ne suis pas persuadé qu'il faille non plus totalement opposer sport professionnel et sport amateur. Pour reprendre l'exemple du football, ou du rugby, ou du basket, il est évident que tout le monde fédéral, que nous aidons par ailleurs de manière beaucoup plus importante que le monde professionnel, c'est aussi une manière de vous répondre, c'est-à-dire que ça ne vient pas diminuer notre aide au sport amateur, c'est aussi une locomotive. Enfin, le sport professionnel, s'il n'y avait pas des clubs comme les Girondins, comme Marseille ou autres, ou la NBA pour faire rêver les gamins sur le basket, est-on sûr qu'il y a autant de jeunes et de pratiquants dans ces sports-là? Bon, poser la question, c'est un peu y répondre, parce qu'on voit bien que selon la médiatisation, il y a aussi un réflexe du corps social, et en tout cas une adhésion au sport qui est très variable, selon les pays et selon les époques. Mais effectivement, votre question est fondée. Un, il faut rester dans des limites qui soient raisonnables, et deux, il ne faut pas que ça soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'aide au sport professionnel ne vienne empêcher de déployer une action pour le sport pour tous et le plus grand nombre. Et si des collectivités sont amenées à faire ce choix, alors effectivement, là, je le conteste. Bon, en Aquitaine, ce n'est pas le cas, parce que d'une part, on a des aides très modestes, mais comme le disait Boris tout à l'heure, nous, on a une spécificité en Aquitaine, c'est qu'on est protégé par la qualité du sport en Aquitaine. C'est-à-dire qu'il y a tellement de clubs, je pense au rugby par exemple, parce on sort des chiffres parfois de telle ou telle région. Bon, Clermont, par exemple, quand vous enlevez Clermont, il n'y a pas beaucoup d'autres clubs de rugby à aider. Bon, nous, on a 8 clubs de rugby qui sont en Pro D2 et en Top 14, donc on est assez bordé de ça. C'est sûr que la région Lorraine doit moins aider le rugby, ça c'est sûr. Mais alors, je vais mettre carrément les pieds dans le plat, comme ça on est là aussi pour ça, pour en parler. Vous-même, évidemment, vous êtes élu socialiste. Est-ce que, selon vous, il y a une politique d'aide aux clubs sportifs de gauche et une politique d'aide aux clubs sportifs de droite? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça.
D'aide au club, certainement pas, parce qu'il n'y a pas 36 manières d'aider les clubs professionnels, de toute façon. Donc c'est très encadré. Après, on peut avoir une politique sportive différente. C'est vrai que, bon, pour prendre un exemple national, moi je suis assez choqué, par exemple, qu'on ait autorisé les paris sportifs. Je le dis parce que c'est de tout temps à jamais une porte d'entrée pour un argent, disons, contestable. On va être gentil, mais c'est ça quand même. Et ce qui se passe en Russie, par exemple, où un club russe quasi inconnu, enfin, qui n'a aucune histoire sportive, propose 22 millions, je crois, d'euros de salaire net à Samuel Eto'o pour venir jouer, on peut s'interroger quand même sur ce qu'il y a derrière tout ça. Bon. Donc oui, il y a des décisions comme ça où on peut avoir une sensibilité. Bon. Et il y a une politique sportive aussi à conduire. Est-ce qu'on met le paquet sur les quartiers, sur les jeunes, sur le sport scolaire? Bon, voilà, il peut y avoir des différences. Mais je crois que globalement, la manière d'aider, pour être tout à fait franc, le sport diffère assez peu selon les collectivités. Je ne crois pas qu'on puisse dire il y a telle ou telle politique. Il y a certains choix. Par exemple, moi je considère qu'il faudrait sur les droits télé et sur tout ce qui est économie du sport en général, notamment ces fameux paris sportifs, s'ils existent, moi je pense qu'il faudrait les supprimer, mais s'ils existent, qu'au moins on taxe dessus pour aider le sport amateur de manière suffisante, ce qui n'est pas le cas. Mais peut-être, Jean-Christophe Labou, je repose la question par rapport à votre intervention de tout à l'heure. J'ai posé la question de façon un peu provocatrice, mais c'est vrai qu'il y a quand même une façon peut-être différente selon qu'on soit élu de droite ou de gauche de considérer l'argent public et de savoir si ça doit aller à de l'action publique ou finalement à des clubs privés comme le sont les clubs sportifs ou les clubs de football justement. Si j'ai bien compris, vous voulez que je fasse un plan type Sciences Po en deux parties. Globalement, mais c'est vraiment une tendance comme ça n'a rien de scientifique. Globalement, l'aide historiquement, parce que c'est le Premier ministère, Vélo Lagrange, etc. Le sport de loisir, le sport de masse, c'est quand même plutôt la gauche. C'est comme ça que ça a été fait, etc. Donc on pourrait considérer que le haut niveau professionnel, ce serait plutôt une tendance, etc. Mais bon, comme vous l'expliquait mon voisin de droite, quoi qu'il soit, enfin, vous aurez compris. Le conseil régional intervient aussi sur le sport professionnel. Donc je crois que maintenant les collectivités ont une politique assez claire par rapport à ça. On aide aussi le sport professionnel dans les limites légales, parfois moins, mais ça c'est la politique qui le définit. Voilà, je crois qu'il y ait, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y ait pas des dérapages de ci ou de là, quelques sectarismes, mais non, je pense que ça c'est assez bien margé. Alors sur l'histoire des paris, c'est amusant parce que ce que disait M. Delpera, c'est qu'il se trouve qu'il y a un projet de loi à l'heure actuelle qui est déposé au Sénat, qui a été adopté par le Sénat, qui doit passer à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'avant 2012, il va rester au fond du tiroir. Et donc, les sénateurs souhaitaient auditionner. Je suis passé juste après le directeur général de l'autorité de régulation des Jeux en ligne. Et on a eu deux discours qui étaient évidemment fondamentalement différents, parce que moi, à titre personnel, je ne suis pas pour l'interdiction, mais je suis au moins pour l'interdiction de la publicité. Alors, on en a discuté, et il me disait... les sénateurs qui étaient là disaient oui, mais en fait, eux non plus. Ils ne sont pas pour la publicité, parce que, mais c'est justement les télés qui en demandent. Parce qu'elles ont besoin pour vivre, etc. Alors je ne sais pas trop finalement où est le vrai là-dedans, mais moi je considère que faire de la publicité pour des jeux, ça me paraît assez malsain dans la mesure où on nous explique qu'il y a des addictions au jeu et qu'en même temps, il y a le tabac, etc., etc. Donc je ne vois pas bien pourquoi on pourrait faire de la publicité. Après, les jeux, on ne va pas les arrêter, l'espèce humaine étant ce qu'elle est, mais qu'il y ait au moins un minimum de décence et qu'on évite de faire de la publicité. Surtout quand on sait comment le projet de loi a été voté, avec quelques opérateurs financiers dont on est en difficulté parce qu'il semblerait qu'il a obtenu 50 millions d'euros d'une personne qui vient d'être placée sous tutelle, etc., etc. C'est pas très clair tout ça, si vous voulez. Donc, je posais la question aussi, peut-être parce que quand il y a deux conceptions, peut-être parfois plus libérales à droite, hein, en caricaturant un peu, j'admets que je trace à un grand trait, mais que souvent, parfois, on entend le discours libéral quand il y a une entreprise qui risque de fermer, etc. Et on dit ben, c'est la vie d'une entreprise, c'est pas on peut pas aider toutes les entreprises. D'ailleurs, ça a parfois été tenu par des hommes de gauche. On se souvient de Lionel Jospin qui disait « l'État ne peut pas tout ». Donc voilà, alors pourquoi, on se dit pourquoi est-ce que
Dans certains cas, sur les entreprises privées, on dit c'est le privé, nous on n'a pas à intervenir dans le fonctionnement d'une entreprise. C'est comme ça, si une entreprise ne marche pas, on ne peut pas aider. Mais par contre, pour un club sportif, les clubs sportifs, certains, quand ils vont mal, se tournent aussitôt vers la collectivité pour dire hop, aidez-nous, on n'a plus d'argent. Ah mais ça c'est effectivement le problème des clubs sportifs en France, un certain nombre, qui s'affranchissent, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des jeunes qui gèrent très bien leur entreprise et qui se mettent à gérer un club sportif, c'est plus les mêmes, ils sont schizophrènes. Donc ça c'est effectivement le problème de clubs qui ne sont pas bien gérés. Alors, il y a aussi, si vous voulez, des faiblesses, parce que vous avez des surenchères sur les salaires, etc. Tant qu'il n'y aura pas des normes très claires avec d'encadrement dans la masse salariale, comme ça peut exister aux États-Unis, au Canada, déjà on aura ce problème-là. C'est qu'effectivement, le président du club, s'il est faible, on va lui dire bon, moi je veux que mon salaire augmente, donc je vais partir ailleurs, etc. C'est ce qui s'était passé un peu à Bordeaux, en 90-91, on augmentait les salaires, donc on faisait des emprunts pour... Bon, donc ça c'est un réel problème. Après, ce qui est intéressant d'observer, et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les relations entre les élus, je dis pas toujours, mais surtout au niveau municipal et les clubs, c'est aussi des liens affectifs. Donc il y a des élus qui préfèrent le rugby, d'autres le foot, etc. Et donc à un moment donné, si vous voulez, la politique, elle est aussi un peu vue par le fait qu'on préfère le foot, le basket, etc. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Et c'est assez... pour politique confondu, et c'est assez intéressant à voir. Il y a parfois des présidents de clubs qui sont élus eux-mêmes. Je pense par exemple au président du Stade Toulousain, qui est lui-même, maintenant il est dans l'opposition au conseil municipal de Toulouse, mais il a longtemps été adjoint, etc. Je vais vous redonner la parole, Stéphane Delpère. Juste, Boris Dio, vous justement en tant que président, j'imagine, vous voyez maintenant, vous évoluez dans ce milieu, donc vous voyez comment peut-être fonctionnent d'autres présidents de clubs. Vous êtes parfois surpris par la façon dont parlait Jean-Christophe Labouque, certains présidents, la gestion, c'est pas trop leur truc, ou vous êtes encore trop frais dans le job pour avoir vu tout ça? Je suis un peu frais dans le job, mais non, j'ai eu l'occasion bien sûr de savoir même des expériences passées. Je pense qu'avant tout, tout président de club doit être gestionnaire et doit être surtout responsable. Il a la responsabilité, comme quand c'est une entreprise, on l'a dit, on ne peut pas avoir ce double rôle et se dire qu'on fait ce qu'on veut parce que c'est un club sportif. Je pense qu'il faut faire très attention. Et justement, on parlait Limoges qui avait eu un gros trou il y a quelques années, et depuis maintenant il y a un encadrement de masse salariale dans le basket. Donc ils y sont forcément passés à cause de grosses dérives. Finalement, Limoges, on peut considérer que je le rappelle, qui a été quand même le premier club français à obtenir un titre de champion d'Europe, c'était en basket. Finalement, c'est peut-être ça, trop de succès, ça tourne la tête, c'est compliqué à gérer. Trop de succès, puis surtout essayer de le vouloir à tout prix. Après avoir gagné ce titre-là, ils ont quand même voulu revenir au top. Et voilà, on connaît maintenant au niveau européen, c'est pratiquement impossible pour un club français, vu la différence de modèle économique peut-être avec les autres pays, de pouvoir rivaliser au niveau européen. Donc pas se mettre dans le rouge et péter les plombs, comme on l'a dit, juste pour avoir un titre, parce que dans ce cas-là, vraiment, c'est acheter un titre avec de l'argent qu'on n'a pas sur des budgets, et ça ne devient pas sain. Et alors, président et joueur, c'est facile à faire, ou on devient un peu schizo? C'est-à-dire que, par exemple, là, s'il y a un joueur des JSA qui vient vous voir en disant « Monsieur le Président, je trouve que je ne gagne pas assez d'argent, il faut m'augmenter », qu'est-ce qu'il fait, le président Dio, là? Il continue à jouer avec ce qu'il a. Donc oui, je suis le seul à pouvoir négocier avec moi-même, quelque part, en tant que joueur. C'est assez simple, mais oui, un petit peu schizophrène. Je suis en entraînement, et puis là, je suis là aujourd'hui. Ok. Stéphane Delpère, vous vouliez intervenir? Non, mais juste pour effectivement, j'étais dans la lignée de votre question sur est-ce qu'il y a des politiques très différentes. Bien sûr qu'il y a des spécificités historiques, concrètes aussi. On voit bien qu'il y a des villes où il y a des offices municipaux, par exemple, où il y a une attention particulière aux équipements qui sont portés plutôt qu'à d'autres endroits. Mais ce que je voulais dire en soulignant que de manière empirique, quand on regarde aujourd'hui toutes les villes de France et leurs relations au club professionnel, on voit assez peu de différence dans la manière de se comporter. Et pourquoi? Parce que un club sportif dans une commune, alors ça peut être un petit club, ça peut être un très grand club professionnel, mais ce sont les mêmes ressorts.
ce n'est pas qu'une histoire de sport, c'est aussi une histoire sociale, parfois politique, avec parfois des racines très anciennes dans la vie de la collectivité. Et donc c'est un phénomène social, au sens plus large du terme. Et par rapport à ces phénomènes-là, il est difficile pour un maire, quel qu'il soit, quelle que soit d'ailleurs sa réelle passion pour le sport en question, hein, bon, je citerai personne, de se désintéresser de ce phénomène-là. Il est évident qu'aucun maire de Marseille vous dira le foot, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie de l'histoire et de la culture de la ville, de même qu'en Aquitaine, à Agen, Biarritz, à Mont-de-Marsan. Enfin, moi, à Mont-de-Marsan, il me parle encore de la finale de 65 d'Aix-Mont-de-Marsan. Hein, donc, voilà, donc, on ne peut pas extraire le sport de sa dimension plus large, qui est aussi sociale et historique. Et par rapport à cette dimension-là, je ne crois pas qu'un maire qui soit de droite ou de gauche puisse s'extraire de ce phénomène-là. Alors après, il peut y avoir d'autres choix. Ce qui est contestable, c'est effectivement si le sport professionnel dans une commune ou une collectivité au sens plus large vampirise les ressources publiques au point de négliger le sport pour tous. Alors là, effectivement, ça devient un vrai problème de choix politique. Mais tant qu'il y a un équilibre, je ne pense pas qu'on puisse dire de manière tranchée qu'il y aurait la bonne gauche qui ferait ça, la méchante droite ou l'inverse. Bon, on a des comportements relativement proches, je crois, de ce point de vue-là. Alors, on va bientôt donner la parole à la salle. Je suppose qu'il y a déjà des questions qui se préparent. Juste quand même une dernière question à l'élu que vous êtes. Ça peut aussi participer au lancement du débat. Voilà, on parle de construction de stades, notamment à Bordeaux, par le biais de ces fameux partenariats publics-privés qui sont assez contestés. Ce sont aussi des choix politiques, hein, les partenariats publics-privés. Ça veut dire, je le rappelle, que c'est le privé qui construit un équipement. Les PPP n'existent évidemment pas que pour les stades. Et ensuite, c'est la collectivité qui lui loue pour lui rembourser le coût des travaux. Donc là, le stade de Bordeaux va être construit selon cette procédure. Donc on est vraiment dans le cas de figure où finalement c'est de l'argent public qui va servir quand même à la construction de ce stade. Donc vous, personnellement, par exemple, en tant que vice-président de la région, en tant que, surtout peut-être élu socialiste, qu'est-ce que vous pensez de ces procédures? Est-ce que l'argent public doit servir à la construction des stades? Il peut servir à la construction des stades. Encore une fois, c'est la question. Moi, je suis à la fois discipliné sur ce dossier et réservé. Je dirais qu'en l'occurrence, la plupart du temps, et on revient sur la spécificité française, jusqu'alors, les stades sont propriété, pour l'essentiel, des villes. Donc, dans ce cadre-là, il y avait toute légitimité à l'intervention des pouvoirs publics, puisque c'est un bien public qui appartient au patrimoine, soit de la ville, enfin en général de la ville d'ailleurs. Bon, voilà. La question se pose effectivement aujourd'hui, parce qu'on passe, semble-t-il, dans un autre système où ce sont les clubs qui vont devenir propriétaires des équipements en question, en l'occurrence du stade, et qui vont en assurer la gestion. Avec un argument d'ailleurs qui est assez justifié, qui est de dire vous ne pouvez pas nous reprocher à la fois, nous les clubs professionnels, de demander de l'argent public en termes de subventions ou autres, et nous priver des moyens d'indépendance nécessaires, c'est-à-dire effectivement des stades, ça a été dit, à l'étranger. Moi j'étais à Londres cet été par exemple, bon, il y a un nombre de stades à Londres, bon, quand on compare à la France, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas pris beaucoup d'avance, quoi, hein, donc on est plutôt en retard. Après, moi, ce qui me gêne plutôt, c'est effectivement la gestion ultérieure de cet équipement. C'est est-ce qu'il va servir exclusivement au club, ou est-ce qu'il va être ouvert de manière plus large à d'autres clubs, hein, par exemple de la ville ou de l'agglomération du département, ou est-ce qu'il sera exclusivement lié à des activités commerciales pour le club en question? Et puis effectivement, la propriété finale, c'est-à-dire de l'équipement, est-ce que ça reste un équipement public ou pas? Donc je ne vous cacherai pas qu'à la région Aquitaine, il y a un engagement de principe, hein, de financer
le grand stade, mais qu'au vu des contraintes budgétaires qui pèsent pour nous, ça fait vraiment débat, quoi. Et que, bon, voilà, le débat, on le comprend là-dessus. Oui, juste sur les PPP, parce que c'est un sujet que j'ai étudié pas mal, et il faut quand même savoir qu'en fait, à l'origine, les PPP, ça n'a jamais été destiné au sport. Les PPP, c'est un mouvement qui date des années 80 dans les pays anglo-saxons, c'est la révolution thatchérienne, hein, et qui consistait à dire que pour les équipements publics, pour lesquels il y avait une grande urgence, un pont qui s'écroule, un hôpital qui manque, compte tenu des délais de mise en place d'une procédure publique, marché d'appel d'offres, etc., on pouvait faire appel à un PPP où évidemment des entreprises se proposaient d'aller plus vite. Premier élément, ça va peut-être plus vite, mais ça coûte toujours plus cher. Ça, c'est une évidence. Après, il y a une règle de base, c'est qu'une collectivité publique qui emprunte a toujours un taux inférieur à une entreprise privée. Donc déjà, il y a quand même ça, bien sûr. Deuxième élément, c'est que maintenant, on nous explique que ça peut venir au sport, puisqu'il y a eu une ordonnance en 2004, puis en 2006, etc. Il y a eu quelques modifications, 2004-2008, pardon. Et puis, à l'origine, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on a glissé, si vous voulez. Il y a eu un glissement sémantique où le PPP était là pour régler une question d'urgence, et on est arrivé maintenant à des équipements sportifs. Je suis désolé, l'urgence de construire un hôpital, l'urgence de construire un pont, s'il y en a qui s'écoulent, c'est pas la même chose que de construire un stade. Et à l'heure actuelle, le glissement qui s'opère, c'est qu'on tarde pour justement justifier par le PPP, alors qu'on savait qu'il y avait des compétitions. Et l'histoire, on l'oublie fréquemment, parce que qu'est-ce qui s'est passé sur la Coupe du Monde en 98 ? On a construit dans l'urgence un stade. Et le Conseil constitutionnel vient de nous apprendre que la loi de validation d'une procédure qui était une procédure qui était irrégulière, il va falloir y revenir dessus. Donc on a tendance, si vous voulez, à oublier, à s'y prendre au dernier moment, et le PPP, en matière sportive, je ne suis pas convaincu. Alors je ne dis pas qu'au cas par cas, il ne faut pas voir. Je rappelle que le Canada, sur lequel j'ai mené une étude, et pour lequel on a développé les PPP. Un exemple très symptomatique. Jeux Olympiques de Vancouver. Le village olympique, c'était un PPP. Le partenaire privé s'est désengagé parce qu'il a fait faillite. Qui est venu à la rescousse ? La ville de Vancouver. Donc il faut se méfier des PPP, c'est pas la panacée que l'on veut nous vendre. C'est un beau sujet, le sujet de ce soir. C'est un sujet de maintenant, c'est un sujet de demain. Moi, je pense un peu comme Stéphane Delpera, mais souvent je le rejoins sur beaucoup de sujets. C'est pour vous dire que les collectivités sont dans la mesure aujourd'hui d'une réflexion, de débat, de concertation. Le débat de ce soir, il est intéressant parce que le monde évolue vite et le monde sportif aussi très vite. La preuve en est, c'est que le monde professionnel aujourd'hui est en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui dans les collectivités. Bien évidemment, il ne faut pas opposer le sport de masse et le sport d'élite. Le sport de masse nourrit le sport d'élite. Le sport d'élite nourrit le sport de masse. Et c'est complémentaire, et heureusement qu'on a ça en France, dans notre culture française. Ce que je veux dire, et ça c'est mes 25 ans de terrain sportif qui, heureusement que le haut niveau était là quand j'étais sur le terrain, parce que c'est le haut niveau qui nous amène par l'excellence la meilleure pédagogie pour faire évoluer, et ça tu le sais Boris, le talent de chacun, et c'est quand même ça notre mission sur le terrain. Notre mission aussi, c'est de s'ouvrir à tous les publics, et j'en reviendrai tout à l'heure. Mais le haut niveau nous amène ça au jour le jour, et c'est en regardant des vidéos, c'est en rencontrant les joueurs, et c'est sur ces équipes Fagnon qu'on va pouvoir aussi s'appuyer pour faire émerger du talent. Le sport de masse, c'est alimenter nos équipes de haut niveau, et les équipes de haut niveau ont besoin de ces écoles de formation de qualité, et en plus en Aquitaine, on est bien placé, on a des filières de formation de haut niveau excellentes, donc on va le dire, parce qu'on en est fiers. Alors après, comment elle se positionne, la collectivité, par rapport à ça ? À Bordeaux, c'est clair, le message est transparent, ça a été voté en conseil municipal, la ville de Bordeaux ne donnera jamais plus de 20% du budget, 20% étant un maximum, et elle essaye de se positionner, on va dire, entre 10 et 20. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement de l'argent public. L'argent public, il doit revenir aux concitoyens, à nos concitoyens. Excusez-moi, je vous coupe. Quand vous dites 20% du budget, c'est-à-dire 20% du budget du club ? Du club. D'accord. Voilà. Donc on va avoir des demandes différentes en fonction des budgets, puisque c'est au regard des budgets. Alors pourquoi elle est présente ? Elle est présente parce que l'exemple de l'UBB, je vais vous le donner tout de suite, en top 14, c'est 30% de plus d'inscriptions de gamins dans nos clubs. C'est-à-dire qu'une équipe Fagnon, c'est incitatif pour nos jeunes. Et on les retrouve dans les écoles de formation. Le handball, quand il était champion de France, on a eu des inscriptions dans nos écoles de handball.
Donc on va dire que cet aspect incitatif, il nous intéresse. Cet aspect du lien social, du rassemblement, tous les 15 jours, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais enfin, le rugby et la flamme de Chaban en ce moment, mais tous les 15 jours, il y a entre 20 et 30 000 personnes dans le stade Chaban-Delmas ensemble pour de la joie. Voilà. Et ça, je tiens à le dire parce que ça fait partie aussi de la justification de cette subvention sur notre haut niveau. Sur le dernier point, c'est si Bordeaux n'avait pas cette participation financière, on ne pourrait pas, c'est ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure, rendre le sport-spectacle accessible. Aujourd'hui, les quartiers en profitent. Et puis dans le cadre de la mission d'intérêt général, et Boris le sait, les JSA font un travail formidable dans nos quartiers. C'est-à-dire que dans le cadre de la mission d'intérêt général, on passe des conventions, on fait une programmation à l'année. Voilà, on aimerait que vous alliez au Grand Parc, on va rassembler tous les gamins qui font du basket, et les joueurs des JSA vont passer une après-midi avec ces jeunes-là. Et puis après, dans un autre quartier, la Bastide et ailleurs. Ça a été fait l'année dernière et les remontées sont magnifiques. Voilà pourquoi la ville de Bordeaux participe à 20%. Mais je vous dirais que pour moi, la collectivité, elle doit être présente au cœur des pratiques sportives en termes d'équipement. Je crois que le rôle de la commune, c'est de donner l'équipement qui répond aux attentes, au niveau de pratique. Aujourd'hui, les GSA, ça va continuer bien. On espère une montée en proie, le président le dit souvent, d'ici 2 ans, pourquoi pas, le plus vite possible. Donc Bordeaux se met en quête d'avoir la salle et on travaille sur le cahier des charges ensemble, avec un concept moderne, avec tout ce qu'il faut pour leur permettre de réussir. Et les statistiques le montrent, quand vous augmentez la capacité d'une enceinte sportive, vous augmentez en public. Donc ce que j'ai envie, moi, c'est que le Palais des Sports soit rempli, trop rempli, pour peut-être après les aider à aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipement, je pense que c'est de l'effort, alors PPP ou pas PPP. Mais je pense que l'équipement, c'est du devoir de la commune, en plus de cette subvention d'accompagnement à la hauteur de 20%. Et moi, je vais vous dire autre chose. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas tellement le sport professionnel. C'est vrai que le talent, ça coûte cher. C'est déraisonnable. Voilà, c'est complètement anormal. Je ne veux pas aborder ce sujet-là. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est les fédérations. Les fédérations, aujourd'hui, nous imposent leurs lois. Les cahiers des charges pour organiser une compétition sont beaucoup trop lourds. Stéphane le sait, on se bat avec ça. On n'en peut plus. Ils changent de règlement, il faut changer les lignes, il faut remettre de la peinture, il faut... Voilà. Donc, et ça, c'est les collectivités qui portent ça. Donc, ça, ce type d'acte-là est absolument insupportable. Et puis, il y a aussi, ce que je reproche aux fédérations, c'est qu'ils ne se sont pas du tout appropriés le sport santé et le sport social. Aujourd'hui, il y a le sport performance, apprentissage, filière de haut niveau, filière de formation. Et puis après, il y a le sport santé et le sport social. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs médicaux sont là pour dire « Mais attendez, mais le sport santé, c'est pour tout le monde. Il faut des lieux gratuits, il faut des lieux de pratique, il faut accompagner tous ces gens-là. C'est tellement essentiel pour être en forme et pour bien vieillir et puis pour lutter contre les graves maladies. » Et là, la fédération n'est pas là. Voilà. Alors moi, en tant qu'élu, je me bats avec ça, je vous le dis. Il y a une association des élus au sport en France. On représente 103 villes en France. Toutes les grandes villes sont là. Je ne sais pas si Blanquefort et Libourne est là, mais ils font partie avec moi de cette association. Et Pessac est là. Et bien cette association me donne de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, monsieur, on a un espace de parole aux côtés du comité olympique, dans les instances ministérielles, pour faire remonter ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on réussit, ce qui nous fait souffrir, et comment on voit le sport de demain. Et là, je pense que c'est essentiel que ça remonte, et ça remonte vite, parce qu'encore une fois, il y a un décalage. Pardon, Ariel Piazza, je vous coupe. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez, que les villes doivent participer au financement d'équipements qui sont en attente. Là, ça vaut aussi pour le futur grand stade de Bordeaux. Est-ce que vous croyez que tous les Bordelais attendent le grand stade de Bordeaux? On a dit pas de controverse. Je vais juste aborder... Ah si, au contraire. Ah si. Non, parce que le sujet du grand stade, c'est un sujet d'un soir. Et je pense qu'on peut aussi échanger sur ce projet-là. Le projet du grand stade, pour moi, c'est très clair. C'est la métropole de demain. C'est un équipement comme une autoroute ou comme un pont. C'est un équipement que la grosse agglomération se doit d'avoir. C'est un équipement qui fait que
en densifiant la ville, on va pouvoir mettre plus de monde autour du sport qui rassemble. Encore une fois, je ne vais pas vous dérouler le même truc. Mais pour moi, c'est prévoir ce sport de demain dans des générations qui arrivent avec des jauges. Alors, bien évidemment, il faut le rendre intelligent, ce stade. Il faut qu'il soit modulaire, il faut qu'il soit multifonctionnel, et puis si possible, pas que foot. Et à Bordeaux, ça ne sera pas que foot. Et forcément, le rugby se frotte les mains, et forcément, la fédération et la Ligue de rugby viendra nous retrouver sur ce sport aquitain, encore une fois. Moi, le rugby à Montpellier, je regrette, le rugby, il est en Aquitaine, quoi. Je veux dire, ça fait partie de notre patrimoine. C'était en finale du championnat de France, quand même, à Montpellier, je vous le rappelle. Culturellement, je défends le rugby. Et ça fait partie de notre patrimoine. Voilà des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut le mettre en dehors de la situation sportive. Pour moi, c'est un équipement qu'une grosse agglomération doit se munir. D'ailleurs, si la région et si la Cube et si la ville sont partenaires, c'est qu'elles sont convaincues de ça. Si Lille, Marseille, Lyon sont candidats à l'Euro 2016 et vont sur un grand stade, c'est qu'ils sont convaincus de ça. On est dans un aspect visionnaire. Alors... bon, voilà, c'est un petit peu, je n'ai pas encore déblatéré, mais ce que je veux dire quand même, je terminerai là-dessus, c'est que la moyenne d'âge de nos équipements en France, c'est 60 ans. En Angleterre, c'est 30. Il était temps quand même qu'on se donne les moyens de renouveler et de répondre un peu mieux en termes de sécurité et de développement du sport sur des équipements plus modernes. Merci. Juste un très commentaire de Stéphane Delpera et on ouvre le débat. Je vais faire très vite. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit excellemment, il y a quand même aussi sur la question du grand stade à Bordeaux comme ailleurs, ce qui a été dit par Mme Piazza, et la question normative d'instances comme l'UEFA par exemple, ou des fédérations qui vous disent un beau matin, désormais les salles, il faut qu'il y ait tant de places, que vous soyez à tant de mètres des tribunes pour tracer les lignes, qu'il y ait ceci et cela, etc. Donc ça, c'est à travailler quand même au niveau des pouvoirs publics, parce que théoriquement, les fédérations ont une délégation de service public qu'elles reçoivent de l'État. Il est tout à fait anormal qu'elles passent par-dessus le législateur pour imposer un certain nombre de dispositions comme ça. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, très vite, mais je crois que sur le grand stade, effectivement, on peut se retrouver en partie sur ce qui a été dit. Je crois que ce qui manque quand même, dans notre région peut-être, c'est une vision globale d'agglomération. Et je pense quand même que l'avenir, ce serait que les communautés urbaines ou d'agglomération prennent cette compétence, à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce que je crois que si le mouvement sportif se divise sur ce type de projet, c'est qu'on manque de visibilité et que tous les autres sports se disent du coup, ah mais nous, on va perdre parce que tout l'argent va être concentré et qu'il faut qu'on ait une vraie programmation, une vraie mutualisation des choses. Parce que ça, je crois que c'est aussi important pour la perception de ce type d'équipement. Évidemment, si les gens ont l'impression que tout l'argent sera mis dans un grand stade et qu'ailleurs, rien ne sera fait, bon, forcément, il va y avoir une réaction un peu mitigée. Donc je crois qu'il faudrait qu'on essaye, c'est pas spécifique à Bordeaux, hein, je dis pas ça pour Bordeaux, c'est vrai dans la plupart des villes, et je crois qu'en France, on gagnerait à démunicipaliser les choses, parce qu'y compris un grand stade comme ça, il ne reçoit pas que des Bordelais, quoi. Il reçoit des gens de toute la région et parfois d'autres régions. Donc le gérer dans un cadre strictement municipal, on voit bien, y compris sur l'utilisation, quid de Chabandelmas, etc., que bon, c'est quand même compliqué et qu'il faudrait une vision un peu globale. Merci. Alors on va donner la parole. Très vite. Parce que... Oui, très vite. Non, mais juste par rapport à... Je ne suis pas voilà, grand stade. Juste par rapport à la question des normes. Il faut quand même savoir qu'effectivement, les fédérations imposent. Mais le français, le législateur français aime bien souffrir. Parce que quand on accepte l'euro, on fait une loi qui déroge au code des marchés publics, qui autorise l'arbitrage. Alors là, c'est pour 2016, mais on l'a fait chaque fois qu'on organise des compétitions internationales. Le législateur français vote une loi dérogatoire pour se coucher devant les fédérations internationales. Donc on abandonne la souveraineté au niveau international. Donc, partant de là, il n'est pas anormal que les fédérations se comportent de la même manière au niveau local en disant, puisque vous voulez telle compétition, que vous êtes prêt à modifier la loi, c'est-à-dire que le législateur se plie à la bonne volonté du CIO, de la FIFA, donc chacun sait que ce n'est même pas des modèles de démocratie. Après, il ne faut pas s'étonner qu'au niveau local, on fasse un peu la même chose. D'accord. Je pose la question. Ariel Piazza, une réponse rapide peut-être.
Monsieur, j'entends bien votre demande et je crois qu'on a la même passion, c'est de faire en sorte que nos jeunes fassent du sport. Alors, nous avons des conventions passées avec la région dont la responsabilité s'avère être le sport de nos lycéens. Donc on travaille avec eux, mais il faut savoir que sur tous nos établissements, nous portons tous les coûts de fonctionnement. La ville de Bordeaux porte tous les coûts de fonctionnement. Et que la région participe sur les coûts d'investissement, mais après c'est nous-mêmes qui portons tous les coûts de fonctionnement. Donc il y a un moment où c'est un peu lourd à tirer. Alors, si le maire s'est engagé sur 7 millions d'euros sur le stade, il faut savoir qu'il a pris cette décision parce qu'il savait qu'il pouvait mettre 20 millions d'euros sur des équipements sportifs de proximité, dont le Palais des Sports, le marché Victor Hugo, plus 4 gymnases répartis sur tout le territoire. Donc c'est pour vous dire, quand je parlais de mesures dans les décisions, c'est que s'il a pris cette décision d'investir 17 millions dans le nouveau stade, c'est parce qu'il avait l'assurance de pouvoir être 20 millions dans ces équipements de proximité et sur des mêmes dates, c'est-à-dire en s'engageant sur 2014, avec un nouveau stade qui s'engage sur 2015. Donc imaginez le budget que ça peut correspondre que de s'engager autant sur un grand équipement et sur des équipements de proximité. La piscine, elle arrive dans le projet Loire-Atlantique. Il nous manque effectivement une piscine, mais sachez que là aussi, on répond à toutes les demandes des collèges, à toutes les demandes des lycées et à nos écoles, parce que le savoir-nager, pour nous, c'est une priorité. Voilà, je ne peux pas vous répondre mieux que ça. Vous m'avez donné des exemples. Oui, on a du foncier. Oui, on y va sur ces équipements et on s'est engagé pour finir ça entre 2014 et 2015. Boris Dio, alors une réponse peut-être. Est-ce que quand on est très bien payé, on oublie la solidarité et l'exemplarité? Non, non, mais... non, mais il connaît un peu le milieu sportif, il peut en parler peut-être. Non, on n'oublie pas, et puis surtout on essaie de rendre aussi, comme l'a dit Mademoiselle Piazza, c'est vrai qu'on essaie de passer beaucoup de temps avec les jeunes, on essaie d'avoir beaucoup de solidarité, c'est vrai qu'il y a de l'exemplarité. On revenait sur l'incident de l'équipe de foot, là il y a vraiment un problème de responsabilité et normalement on le sait, on sait qu'on est scruté, que tous faits et gestes vont être analysés et que des gamins vont regarder avec des grands yeux et se demander ce qui se passe. Et donc à ce moment-là c'est sûr qu'il faut pouvoir faire preuve de responsabilité. Après bien sûr le grand débat de salaire des sportifs faramineux a toujours été là et comme on disait avec Johnny Hallyday il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de sports dans lesquels on se demande si c'est une question après de rareté, c'est la loi de l'offre et de la demande avant tout, et bien sûr l'argent public ne doit pas servir à payer ces gros salaires, mais comme on le disait, dans une grande structure et avec des clubs multimillionnaires, la part de l'argent public est infime et c'est vraiment le privé et l'argent public sert surtout à la formation avant tout. L'avantage pour un chanteur, c'est qu'il dure plus longtemps qu'un sportif, donc il peut gagner plus longtemps de l'argent, en fait. En plus. Ouais. Donc j'ai qu'à essayer de répondre à votre question. Alors effectivement, il y a un colloque à Sciences Po, j'y étais pas, mon collègue Hubert Brunner m'avait demandé d'y être. Il se trouvait que j'étais à Toulouse parce qu'il y avait des entretiens de la BINASOA sur des problèmes du sport et le risque, donc j'intervenais sur un autre sujet qui m'intéresse, le dopage, donc j'ai pas pu intervenir. Attention parce que sur les PPP, dans le terme PPP, qu'est-ce qu'on y met? Quand je vous dis que les PPP c'est les années 80, c'est les PPP nouvelle version. Parce qu'on met aussi dans les PPP des vieilles formules qui sont les concessions. La première concession, c'est quoi? C'est le canal du Midi. Voilà. Et donc effectivement, dans une concession, le montage est différent. Parce que c'est l'investisseur privé qui prend le risque et qui se rémunère à travers le péage. Donc c'est un modèle différent. La collectivité publique ne paie pas de loyer. Ce qui peut arriver, suivant le montage de la concession, c'est qu'effectivement, il y a une clause d'équilibre avec un abondement de subventions, etc. Mais on est sur un modèle qui est différent. Donc quand on dit PPP, il faut... Attention, moi je parlais du PPP, dernière version, celle où précisément la collectivité publique va payer un loyer. C'est un avantage, ça permet de lisser la dette et d'expliquer encore que maintenant il y a une instruction qui nous dit qu'on ne peut plus, si vous voulez, l'évacuer en mettant ça qu'en dépense de fonctionnement. Mais effectivement, c'est un modèle totalement différent de la concession classique. Si je peux dire un mot sur effectivement la question de l'argent dans le sport et sur cette affaire des salaires qui est quand même très choquante. Vous parliez tout à l'heure de valeur aussi dans le sport. Ce qui est intéressant, c'est que le sport professionnel, et notamment le football en France, a été d'une certaine façon à l'avant-garde de dérives
qui se sont diffusées aujourd'hui à d'autres sphères de la société et qui font aussi polémique, parce que la question des salaires ne se pose pas aujourd'hui que pour les sportifs. On voit aujourd'hui sur les salaires des grands dirigeants d'entreprise, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le fameux arrêt Bosman. On a dit qu'il ne peut plus y avoir de limitation de nationalité en Europe pour le nombre de joueurs dans un club. Bon, ça a ouvert une concurrence effrénée entre les clubs européens et tous les internationaux sont partis au plus offrant. Et on est allé dans une escalade absolument invraisemblable. Moi, je suis pour qu'on reconnaisse le haut niveau, le talent, etc. Mais je pense que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, il faut à un moment donné raison garder. D'une part, parce que sinon on va finir par mettre en péril l'économie même des clubs, parce qu'un certain nombre de clubs européens dont on nous parle sont quand même avec des niveaux de dette absolument invraisemblables. C'est tout le débat autour du fair play financier que mène Michel Platini. Mais il va falloir se poser effectivement aussi à un moment donné la question du plafonnement. Parce que quand on voit l'évolution de certains salaires, on se dit que dans l'économie normale, on ne trouvera pas les ressources. Il faut être clair. Et donc on va les chercher dans des endroits qui peuvent devenir douteux. Et effectivement, l'image qui est renvoyée à l'ensemble de la société ensuite, à travers ce spectacle-là, devient insupportable. Et j'ai peur que ça mette même en péril, d'une certaine façon, l'acceptation de la société du sport professionnel, si on va trop loin. Je pense que les gens sont prêts à admettre que les sportifs soient bien rémunérés, qu'ils vivent bien, que ça leur permette de vivre très convenablement, pourquoi pas, mais que si on va dans certains excès, ça va se retourner. Et qu'à un moment donné, les gens vont dire, écoutez, c'est pas possible, quoi. Nous, on vit avec des conditions déplorables, c'est très difficile, les jeunes n'ont pas de boulot, etc. Et des gens vont gagner 30 millions d'euros par an, 200 000 euros par semaine, on entend souvent pour des footballeurs. Bon, je pense qu'il faut faire attention à ça et remettre des règles. Je pense qu'un jeune, par exemple, n'a pas à partir à 16-17 ans à l'étranger, à peine sorti des filières fédérales ou de formation, qu'il y a un minimum de temps où il faudrait quand même rester dans un club en France quand on a bénéficié des formations, qu'il faudrait remettre un certain nombre de quotas, de règles, voilà. Parce que sinon, je pense que c'est... Aujourd'hui, oui, ça paraît profitable, tout est beau, tout est merveilleux, mais c'est comme à la bourse, quoi. Ça monte, on dit ça va monter jusqu'au ciel, oui. Il y a un moment où ça redescend et ça fait très mal. Et je pense que dans l'intérêt même du sport pro, il faut remettre des règles, faute de quoi on va avoir des gros soucis. Jean-Christophe Lapoule, comment oui, juste deux choses. Sur les mineurs, clairement, les transferts de mineurs tels qu'ils sont pratiqués sont la plupart du temps irréguliers. Parce qu'on décide pour les mineurs qui ne sont pas majeurs, il faudrait normalement une autorisation du juge des tutelles. Bon. Juste un point par rapport au sport professionnel. On voit que le foot. Mais en handball, un salaire, c'est 1500 € en handball féminin. Donc on dit sport professionnel, beaucoup d'argent facile, etc. etc. Quand vous jouez en handball, en féminine ou même en masculin dans certains clubs, il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de soucis, il y a le souci de la reconversion, etc. Donc il ne faudrait pas qu'on voit tout à travers le prisme du foot, où c'est de l'argent facile. Le foot, même chez les footballeurs, il y a des salaires. Il y a des salaires qui ne sont pas forcément élevés, il y a aussi des gens qui sont chômeurs. Mais ceci dit, il est vrai que le malheur, c'est qu'on ne voit que le foot, parce que là, le système n'est plus contrôlé. Il n'est plus sous contrôle. Ça, c'est une évidence. Fabienne. Ce que j'aimerais juste ajouter là-dessus, en ce qui concerne le problème du football, c'est qu'il y a aussi là-dessus une répartition quand même des sexes très précise et que le football féminin, par exemple, n'a pas du tout la même échelle de rémunération que le football masculin. Ce que j'ajouterais tout à l'heure sur la question, il va falloir trouver des règles, c'est que en fait, la problématique est assez compliquée. Parce que si on prend la situation des enfants, par exemple, et des enfants, que ce soit des garçons ou des filles qui aiment le foot, c'est quand même assez étonnant de voir comment, finalement, assez jeunes, ce qui les fait rêver aussi, c'est précisément les salaires. C'est précisément de savoir qu'un tel a été transféré pour telle ou telle somme. Et donc là, il y a quand même toute une échelle, effectivement, de la société à transformer. Et là, je rejoins un peu ce que disait Éric Roux tout à l'heure, c'est-à-dire derrière, quelles sont les valeurs du sport, comment on peut faire, on peut continuer à faire rêver avec le sport, mais peut-être en faisant rêver autrement que par l'intermédiaire des salaires. On peut quand même se rassurer en disant que c'est vrai qu'on médiatise, et évidemment c'est nous les journalistes qui le faisons, mais enfin il y a beaucoup plus de matchs ou de rencontres sportives qui se déroulent sans incident que effectivement des matchs où il y a des violences, mais vous avez raison de souligner, et effectivement c'est une inquiétude des fédérations
de souligner le rôle de plus en plus difficile des arbitres, notamment dans les championnats à un niveau inférieur. Une autre prise de parole ? Alors, puisqu'il n'y a personne ne veut prendre la parole. Mais voilà, c'est pour ça, c'est pour pas vous laisser dans l'embarras. Non, mais pour apporter effectivement, parce que c'est une question importante que celle des valeurs du sport. Et effectivement, on va un peu trop facilement vers une mythification comme ça, le sport, c'est formidable. Bon. Il y a quand même un élément, et Madame Piazza le disait, sur le rôle des fédérations par rapport à l'éducation à la santé, par rapport à des démarches de ce type. Ce qui est valorisé de manière extrême aujourd'hui, c'est la performance sportive et la compétition. Donc cet aspect-là des choses, il a des aspects positifs, mais il est aussi générateur de violence. Parce que d'abord, il exclut un certain nombre de gens par la compétition. Hein. On fait rêver beaucoup de jeunes à l'accès à un certain niveau, puis beaucoup sont éliminés. Il reste un tout petit bout de l'élite à l'arrivée qui en bénéficie. Et je pensais, en écoutant ces réflexions, un certain nombre de jeunes à qui on est obligé de dire « mais non, continue tes études ». Parce qu'ils sont à 15-16 ans en train de fantasmer qu'ils vont gagner des millions d'euros, parce qu'ils sont bons à 14-15 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 17, 18 ou 19, ils seront capables de jouer au très très haut niveau. Et donc ça diffuse des valeurs d'ultra-compétition, d'individualisme aussi, qui ne sont pas toujours positives, et on le voit sur la violence qui monte quand même, hein, dans les stades, sur tous les sports malheureusement. Hein. Et ça, je crois qu'il faut que les fédérations réfléchissent quand même au rôle du sport. Est-ce que ça peut être que la compétition, la mise en concurrence des gens, ou est-ce que c'est aussi faire du lien et permettre à chacun de pratiquer du sport, quel que soit son niveau? À l'inverse peut-être de ce que vous dites, c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Eric tout à l'heure sur le cheminement que prenait le rugby. On peut à l'inverse considérer qu'en rugby, c'est le professionnalisme qui a éliminé la violence sur le terrain. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait un peu de rugby dans la jeunesse, j'ai suivi pas mal de matchs de rugby quand c'était amateur, etc. Je peux vous dire qu'ils se mettaient des peignets. D'ailleurs, parfois je me demandais comment certains sortaient encore vivants du stade, tandis que maintenant, le moindre coup de poing dans une mêlée, vous prenez un carton jaune. Donc, parce que ça aussi, ça, oui, dans l'élite. Oui, mais enfin, bon, non, mais je parle du professionnalisme justement. C'est pour ça que je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit sur les vertus éducatives. Je pense que la question par rapport à des résultats que peut avoir une équipe de France, en l'occurrence de rugby, est-ce que c'est une fin, le sport, ou est-ce que c'est un moyen? Est-ce que le fait qu'on a des résultats et qu'on va attirer les gamins dans le club, c'est pour qu'ils deviennent tous professionnels et auquel cas il va y avoir une casse énorme? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un moyen de faire en sorte que le gamin il va avoir des activités, il va se socialiser? Donc là, il serait bon qu'on se pose la question, parce que les dérives, il y en a. Et le gamin, il rêve qu'à 14 ans, mais parfois, il y a des parents qui sont toxiques. Si vous voulez, moi, j'ai eu une affaire au cabinet que j'ai refusé de prendre, mais un confrère l'a pris, je ne dirais pas son nom, c'est un ami, donc tant pis. Un parent m'appelle en me disant, mon gamin, il n'a pas été sélectionné, il a 14 ans, pour un centre de foot, je ne dirais pas lequel. Bon. Et c'est un scandale, effectivement. Il m'explique qu'il avait eu la balle que pendant 2 minutes 28, etc. Bon, je sais pas. Et donc, je l'appelle, et je lui dis, écoutez, non, on va rester là. Bon, alors, comme il ne se calmait pas, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, on se rappelle dans 8 jours. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Et j'étais effaré, parce que je suis qu'avocat, je ne suis pas psychiatre. Il m'a dit, voilà, mettre la poule, je suis prêt à vendre ma maison, mais il faut que mon gamin soit là. Alors je lui ai expliqué, je ne suis pas avocat américain, donc si j'avais été avocat américain, j'aurais été sur Google Earth, j'aurais vu la valeur de la maison, et effectivement. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit non. Mais quelques années plus tard, j'ai vu un confrère qui m'a dit, j'ai pris le cas. Il a perdu, heureusement, c'est ce que j'avais dit ou pas. Mais on est dans un système qui est complètement affolant. Sport sous perfusion publique, et on constate que ce sont quand même les deux sports où il y a quand même le plus d'argent public. Voilà, les stades, c'est tout. C'est pas. Je pense que le basket, surtout quand il est pratiqué par des joueurs comme Boris Dio, ça fait rêver. On a tous rêvé que la France allait battre l'Espagne en finale de la Coupe d'Europe. Voilà, je pense que c'est des sports aussi qui font rêver. Mais voilà, enfin, j'entends bien ce que vous avez dit. Bon, écoutez, juste Ariel Piazza, un dernier mot. Et puis... Oui, juste un dernier mot, parce que je rejoins un petit peu le discours qui vient d'être dit.
Que fait-on de ceux qui prendront jamais le chemin du club? Que fait-on de ceux qui... Juste dire qu'en tout cas, cette question, effectivement, de la pratique pour tous, elle me paraît essentielle. Question des équipements, par exemple, comme les piscines, les petits stades, et effectivement, pratique pour ceux qui ne pratiquent pas. Et donc, merci, parce que ce sont des pistes pour le Conseil de développement, et puis peut-être pour un prochain café. Voilà, merci en tout cas, vous êtes restés nombreux, je pense que le débat était très intéressant. Merci à Boris Dio, à Jean-Christophe Caput et à Stéphane Delpera. Et puis à très bientôt pour un prochain café de la controverse ou un autre café à Pessac, puisque on est très bien accueillis. Merci à tous, bonne soirée.